Bienvenue dans la nouvelle leçon du cours ACL. Celle-ci est consacrée à la classe de type de foncteur. On trouve des foncteurs en mathématiques, en langage de programmation et en linguistique. Sous votre lit, ils vous attendent pour vous endormir. Les foncteurs sont partout. Vous avez peut-être déjà travaillé avec des foncteurs sans même le savoir. Après cette leçon, vous comprendrez non seulement le concept de foncteur en Haskell, mais nous approfondirons également les connaissances pour vous permettre d'utiliser les foncteurs en pratique. Comment allons-nous procéder? Voici comment. Nous commencerons par un aperçu de l'abstraction de la fonction map. Ensuite, nous abstrairons la classe de type de foncteur et définirons quelques instances de foncteurs. Ensuite, nous examinerons 3 instances de foncteurs apparemment peu intuitives. Une fois le concept du foncteur bien compris, nous passerons à la pratique et découvrirons les fonctions de levage. La gestion des foncteurs imbriqués et les fonctions supplémentaires offertes par la classe de type de foncteur. C'est parti. Ce chapitre sera super facile puisque vous connaissez déjà la carte. Implémentons une fonction qui renvoie la version minuscule d'une chaîne. Nous avons la fonction de chaîne la plus basse qui prend une liste de caractères et renvoie une liste de caractères car c'est une liste que nous connaissons. Nous pouvons faire correspondre les motifs pour la liste vide et la liste non vide. Si nous n'avons aucun caractère, nous ne pouvons pas le mettre en minuscule. Nous renvoyons donc la liste vide comme cas de base. Et puis pour la liste non vide, nous prenons le premier caractère. Appliquons 2 fonctions inférieures qui proviennent des données de ce module de voiture qui transforme tout caractère en sa version minuscule, le cas échéant. Puis nous concaténons l'appel récursif de la chaîne inférieure avec le reste. La liste, donc si nous appliquons une chaîne inférieure à haute. Comment ça se passe? Nous obtenons la version minuscule. C'est assez simple, maintenant implémentons une fonction qui ajoute 1 à une liste de nombres. C'est toujours une liste. Donc nous savons que nous devons faire correspondre le modèle pour les 2 cas et nous devons en ajouter 1. Donc nous prenons la première valeur et ajoutons 1 à la première valeur. Puis concaténons avec l'appel récursif appliqué au reste de la liste. Donc ajouter 1 à un 1 de th nous donnera 2 de thf et enfin implémentons une fonction qui transforme une liste de valeurs booléennes en une liste de caractères. Représentant des bits donc nous avons la fonction bool2bit qui prend une liste de booléens et renvoie une liste de caractères c'est une liste donc nous faisons correspondre les modèles pour les 2 cas dans le cas où la liste est vide nous avons la liste vide et si la liste n'est pas vide nous appliquons la fonction dans ce cas. Si la première valeur est vraie, alors renvoie 1, sinon renvoie le caractère 0. Et pour le reste de la liste nous concaténons simplement avec l'appel récursif. Donc si nous voulons traduire la liste de booléens en une chaîne de bits, nous appliquons B à B et nous obtenons vrai 1, faux 0, vrai 1, parfait. Ok, donc je suis sûr que vous voyez où je veux en venir. Il y a un modèle répétitif, nous allons donc l'extraire dans sa propre fonction. Commençons par le type. En entrée, nous avons une liste de caractères. Une liste de types qui sont des instances de la classe de type nom et une liste de booléens. Le type le plus général sera donc une liste d'as. En sortie, nous pourrions utiliser la même liste d'A. Mais comme nous le voyons dans la fonction bit2bool, il existe des cas où vous renvoyez une liste de valeurs de types différents. Il n'est donc pas nécessaire d'ajouter la restriction supplémentaire d'avoir le même type pour la liste entrante et celle sortante. Utilisons donc une variable différente, comme une liste de BS. Maintenant, extrayons le motif. Nous avons la liste vide comme cas de base. Et nous avons la liste de correspondance de motifs qui applique une fonction et la concaténe avec son appel récursif appliqué au reste de la liste. Donc, si nous extrayons cette partie, alors nous pourrions obtenir quelque chose comme ceci. Pour le cas vide, c'est une chaîne vide, pour la liste non vide. Nous prenons la première, nous appliquons une fonction à la première. Concaténons avec map appliqué au reste de la liste. Cela semble globalement correct, mais nous devons obtenir la fonction f de quelque part. Donc l'ajouter comme paramètre. Et parce que la fonction f prend une valeur de type A et renvoie une valeur de type B, il s'ensuit que le type de la fonction est B. Donc l'expression finale de notre abstraction ressemble à ceci.
Nous avons la fonction map qui prend une fonction qui va à B et nous appliquons cette fonction à chaque valeur de la liste pour obtenir une liste de BS. Dans le cas où la liste est vide, nous avons la liste vide. Si la liste n'est pas vide, nous utilisons la fonction pour l'appliquer à la première valeur, puis appelons récursivement map en passant la même fonction mais avec seulement le reste de la liste sans la première valeur. Maintenant que nous avons extrait ce modèle dans une fonction, il ne nous reste plus qu'à fournir la fonction que nous voulons appliquer aux valeurs pour obtenir les trois mêmes fonctions que nous avons définies précédemment. Si nous l'exécutons, nous obtiendrons bien sûr le même résultat. Génial, nous avons abstrait le concept d'application d'une fonction arbitraire à chaque valeur d'une liste. Et nous appelons cette carte d'abstraction. Puis nous utilisons cette fonction pour éviter les répétitions et simplifier le code. C'est bien, mais nous pouvons faire mieux. Allons plus loin. Avec la classe de type foncteur. En Haskell, nous avons beaucoup de types. Donc supposons que nous travaillions avec des valeurs optionnelles en utilisant le type maybe. Comme pour la liste, nous avons également besoin d'un moyen pratique de modifier les valeurs dans les types maybe. Pas de problème, nous connaissons la procédure. Nous pouvons définir la fonction de type maybe. Dans ce cas, nous avons également besoin d'une fonction pour convertir les valeurs de A de maybe en BS de maybe. Donc nous passons la fonction comme premier paramètre, puis comme avec une liste avec correspondance de motifs. Si nous n'avons rien, il n'y a rien à appliquer. Mais dans le second cas, nous avons une valeur. Donc nous faisons une correspondance butée pour extraire la valeur x de type A. Et nous appliquons la fonction qui va de AB à la valeur de type pour obtenir AB. Et nous l'enveloppons à nouveau avec A juste pour obtenir la valeur de maybe B. Donc si nous utilisons maybe map pour appliquer une valeur inférieure à la valeur A majuscule à l'intérieur de la valeur maybe car nous obtenons juste 1 à minuscule et si nous utilisons maybe map pour appliquer la fonction plus 1 à la valeur à l'intérieur de juste 3, nous obtenons juste 4 idem avec la fonction que nous utilisons. Pour transformer booleans en une chaîne de bits de juste true, nous obtenons un et pour tous les cas où nous n'avons rien, nous ne renvoyons rien. Comme vous pouvez le voir, la fonction maybe map ne peut rien faire lorsque la valeur maybe est rien. Cela est logique, une erreur s'est produite avant que la valeur n'arrive à cette fonction. Nous devrions donc propager l'erreur, mais lorsque nous avons une valeur, nous appliquons la fonction à la valeur et nous l'enveloppons à nouveau dans un constructeur juste pour obtenir le type correct. Remarquez comment la fonction que nous appliquons comme premier paramètre dans map est. Peut-être map est inconsciente de la structure qui contient la valeur qu'elle modifie. Dans les deux cas, c'est juste une fonction qui va de à B. C'est important car cela signifie que nous pourrions utiliser les mêmes fonctions dans les deux cas et laisser map pour la liste et peut-être map pour les valeurs facultatives pour gérer les détails. D'accord, faisons-en un plus difficile, le dernier, je le promets. Disons que nous voulons travailler avec des arbres binaires. Dans ce cas, nous avons un arbre de A qui peut être l'un ou l'autre. Feuille d'un ou note qui contient une valeur E et un 3 à sa gauche et un 3 à sa droite. Donc par exemple, il y a un nœud de valeur 1 avec une élévation de 2 à sa gauche et un autre nœud avec une valeur 3 et une feuille de 4 et 5 à sa droite sera quelque chose comme celui-ci 1 puis 2 et 3 puis à partir des apostrophes. Ici 4 et 5. Donc nous avons ceci vrai, exécutons ceci, parfait, nous avons maintenant. Je peux penser à de nombreux scénarios qui impliquent de modifier les valeurs de chaque nœud et de partir sans changer la structure de l'arbre. Peut-être que l'arbre représente l'arbre généalogique et chaque nombre est l'âge d'un membre de la famille. Après un an, nous devons mettre à jour l'âge de tout le monde sans changer la forme réelle du. Ou peut-être qu'il représente la structure hiérarchique des postes dans une entreprise. Et nous devons mettre à jour les salaires d'un certain pourcentage pour tenir compte de l'inflation. Dans tous les cas, nous devons appliquer une fonction aux valeurs sans perdre la structure. Comme nous l'avons fait pour la liste et peut-être les valeurs, nous pouvons créer la fonction de carte d'arbre.
Et comme avant, la fonction de marque d'arbre prend une fonction qui va de A3. De E et renvoie un arbre de F. Dans ce cas, parce que nous avons une valeur à l'intérieur de live, nous faisons correspondre les motifs pour extraire X de type A. Et nous appliquons F de AB pour obtenir la valeur de type V et nous l'enveloppons à nouveau dans le constructeur lift, puis dans le cas du nœud nous faisons correspondre les motifs pour extraire l'arbre de gauche la valeur et l'arbre de droite, puis nous appliquons bien sûr la fonction AB à la valeur X pour obtenir AB et appelons récursivement trimap pour L'. Arbre de gauche et trimap pour l'arbre de droite et maintenant nous pouvons utiliser trimap. Pour appliquer 2 minuscules à un arbre de majuscule, nous pouvons l'utiliser pour appliquer plus 1 à un arbre de nombre et nous pouvons l'utiliser pour appliquer notre fonction bool to bit à un arbre de booléen. Donc si nous l'exécutons, nous avons exactement ce que nous attendions. Nous modifions les valeurs à l'intérieur sans modifier la structure réelle. Et comme vous pouvez le voir, un nouveau modèle émerge. La fonction map modifie les éléments d'une liste sans changer sa longueur ou son ordre. La fonction maybeMac modifie les éléments d'une valeur facultative sans changer sa nature. Elle ne renvoie rien si la valeur d'origine n'est rien. Et juste si la valeur d'origine est juste. Enfin, la fonction trimap modifie les éléments d'un arbre sans changer la quantité et la disposition des nœuds et des feuilles. Dans tous les cas, nous appliquons une fonction à une ou plusieurs valeurs à l'intérieur de la structure sans modifier la structure elle-même. Cela semble être une abstraction extrêmement précieuse, alors extrayons-la. Pour extraire la carte, nous avons dû généraliser les types de valeurs à l'intérieur de la liste et la fonction que nous avons appliquée. Car c'est ce qui a changé entre les exemples. Maintenant, ce qui change est la structure qui contient ces valeurs. Qui est ici représentée par la liste, peut-être trois types. Nous devons donc fournir cette abstraction sous la forme d'une classe de type que les types pourraient implémenter. Nous appellerons cette classe de type foncteur en raison de la terminologie mathématique. Mais cela ne change pas la signification de l'abstraction. Alors, qu'est-ce qu'un foncteur dans The Skull ? Un foncteur est un type qui peut appliquer une fonction aux valeurs d'une structure sans modifier la structure elle-même. Nous n'avons besoin que d'un seul comportement. La fonction qui effectue le mappage, si nous regardons la carte. Peut-être les fonctions map et trimap. Nous voyons que le premier paramètre, la fonction est toujours le même. Cela a du sens puisque nous avons dit avant que nous voulions que les fonctions soient indépendantes de la structure. Ensuite, les deuxième et troisième paramètres sont toujours des structures de A qui deviennent des structures de PIS. Donc le type est presque là, nous devons juste généraliser cette structure elle-même. Et c'est ainsi que nous obtenons cette définition de classe de type. La fonction fmap ou foncteur map prend une fonction qui va de A. B est une structure F contenant des éléments de type A et applique la fonction aux éléments pour renvoyer la même structure F mais avec des éléments de type B. Si pour certains, avoir des constructions de type polymorphe telles que F ne semble pas intuitif. Nous en parlerons plus en détail lors de la création d'instances. Mais je vous recommanderais quand même de revoir la leçon 10 sur la création de classes de type et d'instances où nous abordons ce sujet en profondeur et définissons plusieurs classes de type avec des niveaux de complexité croissants. Ok, nous avons donc une classe de type foncteur, mais ce n'est pas fini. Nous avons également l'exigence d'éviter. Éviter que fmap ne modifie la structure, mais à quoi cela ressemblerait-il ? Eh bien, implémentons fmap pour liste de la mauvaise manière. C'est la bonne façon d'implémenter fmap pour la liste, qui est juste la fonction map, et c'est la mauvaise façon. Comme vous pouvez le voir, les types sont corrects, cela vérifie toujours le type. Mais ici nous concaténons la valeur initiale 2 fois. Mais si nous exécutons map et rogmap avec la même fonction sur la même liste, nous obtenons deux valeurs différentes.
Ici chaque élément est dupliqué, si la structure ne change pas. Nous devrions obtenir la valeur d'origine si nous appliquons une fonction puis appliquons l'inverse. Si nous utilisons la fonction map pour ajouter une valeur à chaque valeur de la liste. Puis nous appliquons à nouveau la fonction map en soustrayant une valeur, et nous faisons la même chose pour la mauvaise fmap. Nous voyons qu'avec la bonne implémentation, nous obtenons la liste d'éléments d'origine. Mais avec la mauvaise implémentation fmap, nous obtenons un ensemble d'éléments complètement différents. Cela signifie que la mauvaise implémentation fmap ne maintient pas la structure de la liste car nous avons une longueur différente et un ordre d'éléments différents. Un moyen plus simple de tester cela, cependant, serait d'utiliser une fonction qui ne fait rien. De cette façon, si nous appliquons fmap à cette fonction, nous savons que nous devrions obtenir le même résultat que si nous faisions quoi que ce soit. Haskell a cette fonction et cette fonction s'appelle id ou identity. Comme vous pouvez le voir, la fonction id prend simplement la valeur et la renvoie. Donc elle ne fait rien. L'id de 3 est le même que celui de 3. L'id d'une liste d'éléments est le même que celui de la liste d'éléments. Nous pourrions donc utiliser cette fonction id pour vérifier si le mappage de l'id à travers chaque élément d'une chaîne est le même que la chaîne d'origine et le même pour la mauvaise fmap. Donc, si nous exécutons cela, nous voyons que toutes ces vérifications retournent à travers sauf la dernière. Car appliquer l'id à chaque caractère de la chaîne en utilisant la fmap rob n'est pas égal à hello. Et vous pouvez voir le vrai résultat qui est ici. Donc, comme pour le semi-groupe et le monoïde. Puisque nous ne pouvons pas appliquer cette propriété via le système de type, nous allons définir une loi en utilisant cette fonction id et demander aux développeurs de faire joli. Veuillez la suivre. La loi, comme vous pouvez l'imaginer, est que fmap of id est égal à id. Cela signifie essentiellement que si vous appliquez la fonction d'identité à chaque élément d'une structure en utilisant fmap, cela devrait être la même chose que d'appliquer la fonction d'identité à la structure entière. Car vous devez renvoyer la même valeur et la fonction id s'intéresse qu'aux valeurs à l'intérieur de votre structure. Nous sommes obligés d'implémenter fmap d'une manière qui maintient la structure. Voici tout pour cette loi. Premièrement, c'est un petit détail que je ne vous ai pas dit, c'est que nous avons une deuxième loi. Mais avant que vous ne vous sentiez trahi, laissez-moi vous dire que vous n'avez pas à vous soucier de cette loi et je vais vous expliquer pourquoi. Voici la loi de composition. Cette loi stipule que si vous appliquez la composition de deux fonctions aux éléments d'une structure en utilisant fmap, vous devez obtenir le même résultat que si vous fmappez une fonction puis fmap l'autre. C'est évidemment une propriété importante puisque nous utilisons la composition de fonctions partout. Mais le problème du code est que vous n'avez pas à vérifier cette loi lors de la définition de votre instance. Grâce au système de type, si vous suivez la loi d'identité, vous suivez aussi implicitement la loi de composition. Nous pourrions le prouver en utilisant un raisonnement équationnel. Mais cela sort du cadre de ce cours. Alors laissez un lien dans la description pour les curieux. Bon, donc notre classe de type final ressemble à ceci. Et c'est tout, c'est à cela que sert un foncteur. Quelques explications. Présentez les foncteurs comme des conteneurs de valeurs, d'autres comme des valeurs qui ont un contexte. Vous pouvez y penser comme vous le souhaitez. En résumé, tout type qui est une instance de la classe de type du foncteur et suit la perte du foncteur est un foncteur. C'est tout, et puisque nous avons déjà notre classe de type, définissons nos instances. Revoyons d'abord les bases, parlons de la classe de type kind. Donc si nous demandons le genre des classes de type EQ-ORD et functor, contrairement à EQ et ORD. Functor prend une construction de type star pour commencer au lieu d'un type concret. Cela signifie que vous ne pouvez créer des instances de foncteurs que pour les constructions de type qui prennent un type concret.
Voyons à quoi cela ressemble en pratique pour le type maybe. Le type de maybe est start to start. Car maybe prend une valeur concrète pour renvoyer une valeur concrète. Maybe prend par exemple int pour renvoyer maybe int. Donc si nous voulons définir une instance de EQ qui prend un type concret, nous devons le faire pour un type maybe A, qui est un type concret. Et en raison de l'implémentation, nous devons également nous assurer que le type A est également une instance d'un QA avec ordre le même ordre prend. Un type concret donc nous devons utiliser maybe A, nous devons avoir un type concret. Ici pour pouvoir créer une instance. Mais si nous faisons cela avec functor nous obtiendrons une erreur car functor ne prend pas de type concret. Il prend un constructeur de type qui prend un type concret pour renvoyer un autre type concret. Donc nous pouvons simplement utiliser maybe sans appliquer à A. Donc pour créer une instance de functor pour maybe nous pouvons simplement utiliser maybe. Même chose avec les listes, c'est la construction de type pour la liste de type étoile à étoile. Donc quand on veut créer EQ sur notre classe de type, du moins, on doit appliquer le constructeur à une variable de type. Dans le cas des foncteurs on n'a pas besoin de faire ça, on ne peut pas le faire. On doit utiliser le type de liste non appliqué. Et comme on l'a vu dans la leçon 10, si vous avez un constructeur qui nécessite plus d'un type concret, comme le type présent, vous pouvez l'appliquer partiellement pour obtenir le temps dont vous avez besoin. Donc pour la classe de type EQ on peut par exemple appliquer present à tnal_ul. Même mais dans le cas du foncteur on a besoin d'une sorte de start pour démarrer donc on applique juste une variable de type pour obtenir le bon type si vous n'êtes pas 100% clair. Sur ce point revisitez la leçon 10 si vous l'êtes. Définissons quelques instances, ce sont les instances de foncteurs pour la liste et peut-être les types. Ajoutez ce type spécialisé en commentaire. Pour vous aider à visualiser ce qui se passe. Nous n'exécutons pas cette cellule car ces instances sont déjà présentes dans le prélude. Donc pour créer une instance de foncteur pour la liste, nous définissons la fonction fmap exactement de la même manière que la fonction map car elles sont identiques. Et pour le type maybe, nous définissons la fonction fmap exactement de la même manière que nous l'avons fait auparavant. Et pour le type d'arbre qui n'est pas sur le prélude, nous avons défini ceci. Comme nous l'avons fait avant fmap de f pour la feuille, nous appliquons la fonction à la valeur. Et l'enveloppons avec leaf et avec node, nous appliquons la fonction à la valeur, puis appelons récursivement fmap pour l'arbre de gauche et fmap pour l'arbre de droite, donc exécutons. Ceci afin que nous l'ayons implémenté comme vous pouvez le voir, les implémentations sont là. Même fonction que nous avions précédemment implémentée en tant que version séparée de map, donc. Pas de surprise là-dedans, nous voulons maintenant vérifier si elle fonctionne comme prévu et suivre la loi d'identité. Alors faisons-le, nous définissons la fonction b2bit. Donc c'est moins de code que nous devons écrire, et l'arbre d'exemple. Et maintenant nous fmap bool 2bit à la liste de boolayon. Nous fmap bolt 2bit à une valeur maybe et nous fmap all 2b à l'exemple 3. C'est juste pour vous montrer que cela va nous donner les mêmes résultats que précédemment. Mais en plus de cela, nous allons vérifier que la fmap d'identité appliquée à la liste est la même que l'identité appliquée à la liste et le même cas avec le peut-être. Des valeurs et même cas avec les trois exemples donc ces trois doivent retourner. Vrai pour que l'instance soit correctement créée alors exécutons. Ceci génial ça a parfaitement fonctionné et ce sont nos 3 premiers foncteurs en action si vous êtes arrivé jusqu'ici. Vous savez ce que sont les foncteurs. Mais restez avec moi car il y a quelques détails que vous devriez vraiment connaître. Étudions quelques instances de foncteurs apparemment peu intuitives. Ces instances semblent peu intuitives au premier abord. Et de nombreux nouveaux Asklers ont du mal à les comprendre. Dans le cadre de mon effort pour vous donner une vue d'ensemble, explorons-les. Commençons par le foncteur Iser. Le constructeur de type Iser prend deux types concrets. Donc pour créer une instance de foncteur, nous devons appliquer partiellement une variable de type
comme nous pourrions l'interpréter comme la valeur d'erreur de type A. Rappelez-vous que le type à gauche est celui associé à l'erreur ou à l'échec. Nous pourrions interpréter ce type comme faisant partie de la structure du foncteur. Cela signifie que les valeurs de type A doivent être conservées. Intact car fmap doit préserver cette structure. Donc l'instance du foncteur pour A est celle-ci. La fonction fmap dans le cas de left. Elle renvoie exactement la même valeur de gauche sans aucune modification. Car cette valeur fait partie de la structure, le x de type A, mais dans le cas où nous avons une valeur i à droite, nous appliquons la fonction f à la valeur i et l'enveloppons à nouveau dans la construction de droite. Donc cette instance est pratiquement la même que peut-être que nous ignorons le cas d'échec et n'appliquons la fonction que dans le scénario de réussite. Voici quelques exemples. Le mappage f+1 à la valeur de gauche devrait laisser intact. Nous devrions donc toujours obtenir la gauche de 1. Mais appliquer à une valeur de droite devrait en fait appliquer la fonction. Alors exécutons-le, comme vous pouvez le voir, left et touch. La droite est correctement modifiée dans le cas de l'application à A en bas à gauche. Bien sûr, nous obtenons le même A à gauche et si nous vérifions la loi d'identité si nous mappons. L'idée via A à gauche doit être le même que l'idée de A à gauche et si nous mappons. L'idée via A à droite doit être le même que l'idée de A à droite et nous voyons que dans les deux cas, c'est vrai, donc ce n'est pas seulement une vérification de type, mais c'est aussi une instance correctement implémentée du foncteur. Était-ce difficile? Je pense que c'était bien. Continuons. Ensuite, nous avons le foncteur tuple A. Ce sont des tuples. Nous avons déjà discuté dans une leçon précédente que le type du tuple, contrairement aux listes, dépend de la quantité et de l'ordre de ses valeurs. Si nous demandons le type de tous ces tuples, bien sûr, nous obtenons des types concrets. Donc dans ce cas, nous avons le caractère C et true est de type caractère et boulayon. Il tape true dans caractère est de type boulayon caractère. Ce sont deux types complètement différents et le type de C. True est l'un et car, bool est int. Donc si nous demandons le type de tout ce type, bien sûr, nous obtiendrons que ces trois sont des types concrets. Comme par exemple la liste de trouvailles. Mais différent du constructeur de liste seul. Mais ces types ne sont que des parenthèses avec des virgules qui entourent d'autres types. Pourrions-nous donc supprimer les types pour obtenir un constructeur de type comme nous le faisons avec les listes? Oui, nous pouvons, car les parenthèses avec des virgules sont des constructeurs de valeur au niveau de la valeur et des constructions de type au niveau du type. Donc si nous vérifions le type de tous ces types, nous voyons que ce ne sont que des constructeurs de type qui prennent d'autres types pour créer un type concret. Les tuples n'ont pas la même syntaxe que les listes. Nous devons donc écrire d'abord le constructeur, puis les variables de type, au lieu de les inclure. Nous le répétons, donc supprimons-le. Vous pouvez voir comment appliquer ce constructeur de type, qui nécessite deux types concrets. Pour renvoyer un type concret à un seul type, nous obtiendrons un constructeur de type qui utilise un type pour renvoyer un type, comme pour les tuples. De trois valeurs, comme vous pouvez le voir, nous avons deux virgules, donc nous avons besoin de trois valeurs. Si nous n'en fournissons que deux, nous obtenons toujours un constructeur de type qui nécessite une valeur concrète. D'après ce que nous voyons ici, nous pouvons créer des instances de foncteurs pour les tuples, à condition d'appliquer partiellement les variables de type pour obtenir le type de début à début. Ainsi, dans ce cas, par exemple, nous obtenons le bon type et dans ce cas, nous obtenons le bon type. Cela crée des foncteurs pour ces deux cas. Ce sera l'instance pour les foncteurs. Comment implémenter ces instances?
Nous n'avons pas vraiment le choix. Pour la paire, la première valeur de type A fait partie de la structure. Nous ne pouvons donc pas la toucher, et pour le tuple de 3 valeurs. Les deux premières valeurs de type A et B font partie de la structure. Nous ne pouvons donc toucher aucune d'elles. En fin de compte, la définition la plus évidente et la plus simple est la bonne. Ainsi, pour les tuples, il n'y a qu'un seul constructeur, nous n'avons donc besoin que d'une seule formule. Comme la première, valeur x de type A fait partie de la structure, nous la laissons inchangée et nous appliquons la fonction uniquement à la valeur i pour la plus haute des 3 valeurs, comme précédemment, x et i font partie de A et B de la structure, mais z ne l'est pas. Nous appliquons donc la fonction az pour obtenir notre résultat. Cela peut être contre-intuitif car vous supposerez que nous devrions appliquer la fonction à toutes les valeurs, comme pour les listes. Mais l'essentiel ici est de penser en termes de valeur et de structure. La valeur des listes correspond à tous les éléments qu'elles contiennent et la structure correspond à l'ordre et au nombre d'éléments. Le cas des tuples est différent. Pour les doubles, toutes les valeurs sauf la dernière font partie de la structure comme preuve par le type pour lequel nous créons l'instance. Donc la seule chose que nous pouvons modifier est la seule valeur pour laquelle nous ne fournissons pas de variable de type. La dernière. Testons nos instances. Nous avons donc un tas d'exemples fmap plus 1 de nombres. Nombre de caractères x 2 à un booléen un nombre de caractères comme vous vous souvenez de ce que nous venons de dire, cette fonction ne s'appliquera qu'au dernier élément, donc il est normal d'avoir des types différents pour les autres valeurs. Nous avons les deux inférieurs. Even b2 inférieur à 1 et b et 2 inférieur à ce 2 à travers, et donc exécutons cela. Comme vous pouvez le voir, celui-ci devient 2, celui-ci devient 2. Ce 2 devient 4 parce que c'est multiplié par 2. Mais toutes les autres valeurs restent intactes et le fmap to lower abaisse simplement le deuxième dans ce cas et le troisième dans le dernier. Donc cela a du sens. Comment cela fonctionne en raison de l'implémentation? Et bien sûr, comme nous le faisons toujours, nous devons vérifier l'identité. Donc fmap of id of and1 devrait être le même map id of and1 et fmap id for tout true et a devrait être le même, donc comme vous pouvez le voir, cela fonctionne comme prévu. Donc cela vérifie non seulement le type mais est également correctement implémenté. Celui-là était un peu plus difficile à comprendre, mais si vous avez fait la dernière instance que nous allons couvrir aujourd'hui va avoir beaucoup plus de sens. Cela pourrait vous époustoufler. Mais je dois dire que les fonctions sont des foncteurs. Écoutez-moi. La flèche que nous utilisons pour définir les signatures de type des fonctions est une construction de type. Cette construction de type prend deux types et renvoie un type concret. De même que lorsque nous donnons deux types comme caractère et booléen à la construction de type paire pour obtenir le type de paire contenant caractère et booléen, si nous donnons deux types comme int et bool à la construction de type flèche, nous obtenons le type d'une fonction qui prend un int et renvoie un taureau. Comme vous pouvez le voir, nous vérifions le type de plus grand que 3 qui est le même que celui-ci. Int à bool, et si nous vérifions le type d'int à bool, nous voyons que c'est un type concret et que si nous vérifions la flèche par elle-même, c'est un type qui prend deux types concrets pour renvoyer un type concret. Alors devinez quoi, nous pouvons faire avec la construction flèche la même chose que nous avons fait pour les paires pour créer l'instance du foncteur. Nous appliquerons partiellement une variable de type. Nous n'avons pas non plus de sucre syntaxique dans ce cas. Donc notre instance de foncteur commencera comme ceci. Comme vous pouvez le voir, cela a le bon type car nous avons la fonction flèche appliquée à une variable de type. Donc tout cela a le bon type étoile à étoile. Rappelez-vous que le R est le premier type que nous appliquons au constructeur. C'est donc le type d'entrée de la fonction.
Maintenant je suis conscient que ce type est un peu écrasant la première fois que vous le rencontrez. Alors travaillons dessus. C'est le type de fmap, une fonction qui va à B. Puis un foncteur de A et renvoie enfin un foncteur de BS. Dans cette instance particulière de fmap, le foncteur f est la flèche appliquée à une variable de type. Donc comme vous pouvez le voir ici, la seule chose qu'il a changé est que le foncteur générique devient la flèche spécialisée R est ici le même. Foncteur @rucle. Comme sucre syntaxique pour afficher le type de flèche entre les types comme une fonction infixe. C'est comme ça que nous l'utilisons toujours, alors changeons cela. Comme vous pouvez le voir, la seule chose que nous avons faite a été de prendre R et de le mettre devant la flèche et de prendre A et de le mettre après la flèche. Donc c'est juste du sucre syntaxique pour cela. Et le même qu'avec leur type de retour. Et c'est le type de fmap pour cette instance particulière. Maintenant, nous devons comprendre l'implémentation réelle, les deux arguments sont des fonctions. Alors nommons-les f et g, ne confondez pas le niveau de type précédent f avec le foncteur du f actuel qui est juste une fonction de niveau de valeur régulière. Ok, donc comme toujours nous devons appliquer la fonction f à g sans changer la structure du foncteur. Dans ce cas la structure est la flèche R, ce qui signifie qu'avant d'appliquer fmap la fonction prend une valeur de type R, donc après le fmap. La fonction doit toujours prendre une valeur de type R. Donc la seule chose qui change est la valeur renvoyée par la fonction. Avant fmap est la valeur de type A, et après est la valeur de type B. Je suis presque sûr que vous pouvez deviner seulement en regardant le type. Nous avons besoin d'une fonction qui prend R et renvoie B et nous devons l'obtenir en utilisant une fonction qui prend R et renvoie A et une fonction qui prend un A et renvoie à B. Donc nous les composons. Et c'est tout, c'est l'instance, nous pouvons l'écrire plus succinctement cependant. Si nous suivons cette série de transformations, nous composons f et g. Et nous savons que la composition de fonctions peut être écrite comme une fonction préfixe, appliquée à f et g et parce que g est le dernier élément des deux côtés. Nous pouvons simplifier g, et maintenant que nous avons simplifié g, nous avons f comme dernier élément des deux côtés, donc nous pouvons simplifier f. Et nous obtenons l'instance du foncteur pour notre fonction, qui est en fait juste une composition de fonctions. Donc c'est l'instance du foncteur pour les fonctions, c'est une composition de fonctions. Maintenant que nous avons notre instance, essayons-la et testons la perte. Tenez compte du fait que, comme nous ne pouvons pas imprimer de fonction sur la console, je devrais appliquer la fonction à une valeur aléatoire. Dans ce cas 3 pour pouvoir l'imprimer. Nous avons donc la valeur de fonction 1 de type dans int qu'elle multiplie simplement par 2. Donc le type de valeur 1 est bien sûr dans int. Le reste exécute ceci, le type de valeur 1 est dans in et la valeur 1 est appliquée à 3,3*2 égale 6 parfait donc si nous mappons f la fonction plus grande que 4 donc cette fonction prend une valeur numérique que nous pouvons comparer et renvoyer. Sabulium donc nous mappons f cette fonction sur l'autre fonction dans ce cas nous obtenons une fonction qui va de int à bool parce que celle-ci va de in à iné. Celle-ci va de int à bool donc à la fin va de int à bool. Donc la valeur est correcte et si nous appliquons réellement cette carte f plus grande que 4. À la valeur 1 ATH nous obtenons que vrai 6 est plus grand que 4. Cet autre cas, nous avons la fonction b à bit que nous avons avant qui est booléen à caractère et si nous vérifions le type booléen à caractère et si nous appliquons cette fonction à vrai, nous obtenons 1. Donc maintenant si nous mappons f cette fonction à la fonction d'origine,
Nous obtenons le type booléen à caractère, qui est le même. Mais si nous l'appliquons à la même valeur d'origine, nous obtenons 2, car nous avons appliqué la fonction de valeur 2, qui pour vrai renvoie 1, puis nous appliquons le successeur de 1, qui est 2, donc c'est la même chose que la composition de fonctions, mais écrite différemment et enfin bien sûr, nous devons vérifier que la fonction d'identité est vraie. Donc fmap de l'idée de valeur 1, nous devons appliquer certaines valeurs. Donc nous l'appliquons à 5 devrait être égal à l'idée de valeur 1 s'applique à 5. Et de même qu'avec la valeur 2, s'applique à faux. Les deux s'appliquent à faux donc vous devriez donner le même. Ces deux devraient être vrais, et ils le font. Ce n'est pas seulement des vérifications de type, mais c'est une implémentation valide. La classe de type foncteur, ce n'est pas grave si vous ne comprenez pas bien. C'est l'une des instances de foncteurs les plus abstraites que vous rencontrerez au quotidien. Et en fin de compte, si vous vous souvenez que fmap pour fonction est juste une composition de fonctions, tout ira bien. Ok, c'était la dernière instance que nous créerons aujourd'hui. Mais il y a encore quelques autres aspects pratiques concernant l'utilisation des foncteurs que nous devons examiner. En commençant par définir un nouvel opérateur et apprendre ce que signifie lever une fonction. Fmap ne prend que 2 arguments, nous ne pouvons donc pas facilement l'utiliser comme fonction infixe. Ce ne sont que des exemples de la même expression. Mais dans ce cas fmap comme préfixe, fmap comme infixe, fmap comme préfixe. Infixe, préfixe, préfixe. Donc il devrait et il renvoie la même chose. Et il s'avère qu'il est généralement plus pratique d'appliquer fmap comme fonction infixe. Heureusement la base. La bibliothèque nous couvre et nous avons cette beauté. Nous avons cet opérateur qui est un synonyme de fmap. Donc il a exactement le même type et le même comportement que fmap. Nous devons construire que f doit être une instance de foncteur car cela ne fait pas partie de la classe de type foncteur et nous utilisons fmap dans la définition et nous voyons que la fixité est infixée à gauche avec une force de 1. Donc en utilisant ce synonyme infixé pour fmap, nous pouvons écrire le code précédent comme ceci. Donc quand auparavant nous devions inverser fmap. Nous pouvons maintenant utiliser cet opérateur et il donnera bien sûr exactement le même résultat. Donc nous avons un autre opérateur sous notre ceinture. Maintenant si vous vous demandez pourquoi l'opérateur ressemble à cela. Eh bien il y a une raison pour laquelle cet opérateur a le signe $ au milieu. C'est une allusion à l'application de fonctions. Si nous regardons les types, nous voyons que cela semble assez familier. Non seulement du point de vue du type, mais aussi conceptuellement. Nous savons de la leçon 5 que les fonctions sont associatives à droite. Nous pouvons donc entourer les deux types à droite, et ce sera la même chose que de ne pas les avoir. Cette expression signifie la même chose, en regardant cela. Nous voyons que l'opérateur d'application de fonction prend une fonction qui va de AB et renvoie la même fonction qui va à B sans changement. Ce que nous savions déjà, nous utilisons cet opérateur uniquement parce qu'il est associatif à droite, nous permettant de supprimer les parenthèses, mais cela ne change pas ce que fait l'expression réelle. Mais si nous regardons l'opérateur fmap, nous voyons qu'il prend une fonction AB et renvoie la même fonction AB. Mais cela fonctionne maintenant pour la version foncteur de A et B. C'est ce que nous appelons lever une fonction. Nous disons que l'opérateur fmap lève la fonction AB pour pouvoir travailler au niveau F. A spécifique. Niveau foncteur, juste au cas où ça n'aurait pas cliqué, voyons quelques exemples. Ici nous avons les deux fonctions inférieures, si nous appliquons à lower à A. Nous obtenons un A minuscule. Maintenant si nous appliquons L'. Opérateur foncteur aux deux fonctions inférieures comme premier argument.
Le type de cette nouvelle expression est une fonction qui va de f char à f char quand f est un foncteur. Donc maintenant les deux fonctions inférieures qui fonctionnent de caractère à caractère ont maintenant été élevées pour fonctionner avec le foncteur caractère à foncteur caractère. Et à cause de cela nous pouvons appliquer cette expression de deux foncteurs inférieurs à n'importe quel foncteur. Donc maintenant nous pouvons l'appliquer à juste pour obtenir juste des minuscules. Et par exemple la fonction boot to bit qui va de b à caractère. Si nous vérifions le type bolt to bit va de b à caractère donc appliquons-le. Si nous l'appliquons à false nous obtenons un caractère 0 maintenant si nous élevons bool à caractère en utilisant la fonction fmap maintenant cette expression est bool à caractère au niveau foncteur donc maintenant nous pouvons appliquer cette expression à n'importe quel foncteur et par exemple le foncteur de liste ici nous obtenons une chaîne avec un seul caractère 0 comme résultat. Cela ne change pas ce que fait réellement le code. C'est juste un point de vue différent de la même fonctionnalité de fmap. Mais maintenant que nous avons ce nouveau cadre de visualisation de fmap, nous pouvons facilement comprendre comment gérer les foncteurs imbriqués. Fonctions imbriquées. Le nom indique les niveaux d'imbrication. La valeur 4 par exemple, a 4 niveaux d'imbrication. Soit un foncteur est à l'intérieur du foncteur de liste, qui est à l'intérieur du foncteur maybe, qui est à l'intérieur du foncteur d'arbre. Si vous remarquez, toutes les valeurs ont des booléens à leur base. Donc si nous voulons les modifier, nous devons mapper une fonction qui prend des booléens. Entrée. Nous avons déjà b à bit, donc utilisons celui-là. Donc nous avons le boulon à bit qui si la valeur est vraie. Alors renvoie 1, caractère 1 sinon 0, donc nous pouvons fmboot pour être à la valeur 1. Rappelez-vous que la valeur 1 est soit une chaîne soit un taureau, donc dans ce cas il n'y a pas de problème. Nous avons fait cela pendant toute la leçon à peu près. Mais si nous essayons avec la valeur 2 qui est un foncteur à l'intérieur d'un foncteur. Si nous essayons de fmapper nous obtenons une erreur, nous pourrions faire correspondre le type soit chaîne taureau avec taureau. Fmap lifted bool à bit d'une fonction qui prend des booléens et renvoie un caractère. À une fonction qui prend une liste de booléens et renvoie une liste de caractères. Mais le type réel est une liste de chaînes et de booléens. La solution est trompeusement simple. Si vous avez deux niveaux de foncteurs, vous devez lever votre fonction deux fois. Une fois pour atteindre le niveau le plus bas et une autre pour atteindre l'un ou l'autre niveau. Donc si nous exécutons cette cellule maintenant, nous voyons que BABait est un booléen à caractère. Et fmapBold2Bait est un foncteur de voliant vers un foncteur de caractère et fmapCompPost vers fmap appliqué à b vers bit est en fait un foncteur de booléen qui renvoie un foncteur de caractère. Nous élevons donc notre fonction deux fois au plus petit niveau et à l'un ou l'autre niveau. Nous pouvons donc l'appliquer à la liste de l'un ou l'autre et obtenir la valeur correcte. Comme vous pouvez le voir, il s'agissait auparavant de booléen et maintenant de caractère. Bien sûr, vous pouvez le faire autant de fois que nécessaire. Ceci n'est qu'un exemple exagéré. Mais j'espère qu'il facilitera la compréhension du concept d'élévation. Si vous avez encore des doutes, étudiez les types et cela vous comprendra. Enfin, pour le dernier chapitre, nous verrons quelles autres fonctions nous obtenons de free lorsque nous créons une instance de foncteur. Maintenant que nous avons la classe de type de foncteur, si nous créons des fonctions qui dépendent uniquement de fmap, nous obtiendrons des fonctions qui fonctionnent pour chaque foncteur. Par exemple, regardez cette fonction unzip.
La fonction unzip prend une liste de tuples et renvoie un double contenant. Une liste contenant tous les premiers éléments et une autre contenant tous les seconds éléments. Cette fonction peut être utilisée, par exemple, pour séparer les valeurs et les clés des paires clés-valeurs. Ainsi, si nous parcourons A2, B4, C6 et D8, nous obtiendrons deux listes avec la première valeur et une autre avec la seconde. La définition montre que nous utilisons trois fonctions. La première et la seconde, qui fonctionnent sur les paires. Et la fonction map, qui fonctionne uniquement sur les listes. Nous avons maintenant fmap. Il s'agit d'une version plus générale de map, permettant de remplacer le type liste par foncteur et d'utiliser fmap. La seule modification apportée est de remplacer map par fmap, ce qui ouvre la possibilité de généraliser la signature de type liste à n'importe quel foncteur. Grâce à cette simple modification, la fonction unzip peut désormais fonctionner non seulement sur liste, mais aussi sur meb, sur les arbres et tous les autres types implémentant fmap. C'était un exemple, mais nous en avons d'autres. Voici toutes les fonctions disponibles gratuitement dans la bibliothèque de base après la création d'une instance de foncteur. Commencez par l'opérateur fmap inversé. Cet opérateur, comme vous pouvez le constater, revient à appliquer une fonction à un f. Mais d'abord le foncteur, puis la fonction. Il s'agit donc d'une version fleet de l'opérateur foncteur. De ce fait, le type prend d'abord le foncteur, puis la fonction. Si nous exécutons, comme vous pouvez le constater, nous obtenons cette comparaison. La correspondance du foncteur f plus 1 avec seulement 2 est identique à celle de tout avec 7. Opérateur fmap inversé appliqué à la même fonction. Si nous exécutons ceci, cela devient vrai car c'est exactement le même. Voici deux exemples d'utilisation différents. Similaire à l'opérateur fmap utilisé jusqu'à présent, mais en inversant l'argument. Cela peut être utile, par exemple, pour définir une fonction inline longue. Si votre fonction comporte plusieurs lignes, le fait d'avoir le foncteur à la fin le rend plus difficile à repérer. Vous pouvez donc utiliser cet opérateur à la placer. Fournir d'abord le foncteur, puis la fonction longue. Un autre qui est gratuit est l'opérateur constfmap. Comme vous pouvez le voir, voyez, il ne prend plus de fonction. Il prend juste une valeur et un foncteur et remplace tous les emplacements de BS par des A. Donc par exemple si nous appliquons l'opérateur juste A, nous n'obtenons rien, nous n'obtenons toujours rien bien sûr. Si nous avons une liste d'un tas de valeurs différentes et que nous appliquons cet opérateur, nous obtenons juste une seule liste de cette seule valeur et de même avec les arbres. Donc comme vous pouvez le voir, nous ignorons complètement la valeur déjà présente dans le foncteur et nous la remplaçons par la valeur que nous fournissons comme premier argument. Nous avons aussi la version flip de celui-ci. Si nous l'exécutons, il fait la même chose que l'autre. Mais il prend d'abord le foncteur puis la valeur. Donc ce qui était auparavant la valeur, l'opérateur. Et le foncteur est maintenant le foncteur l'opérateur et la valeur comme vous pouvez le voir dans la façon dont l'opérateur est nommé. Ils sont comme des flèches pointant vers la valeur que vous obtiendrez. Cela facilite la connaissance de la direction de l'opérateur. S'il pointe vers la gauche, vous obtiendrez la valeur de gauche. S'il pointe vers la droite, vous obtiendrez la bonne valeur. Et enfin nous avons la fonction void, qui comme avant, ignore la valeur que vous obtenez. Mais au lieu de réellement remplacer par la valeur que vous définissez, vous la remplacez par les unités, donc la seule chose dont il a besoin est un foncteur. Donc le vide de seulement 2 est juste une unité. Le vide d'une liste de valeurs est juste une liste d'unités et le vide d'un arbre de caractères est juste un arbre d'unités. Celui-ci semble inutile, mais c'est la même chose qui s'est produite lorsque nous avons appris Yo.
Cela devient vraiment pratique pour gérer les effets secondaires. Si le foncteur a un effet secondaire, vous pouvez le mapper pour déclencher les effets secondaires. Et si vous ne vous souciez que de ces effets secondaires, mais pas de leurs résultats réels, vous pouvez simplement utiliser Void pour les ignorer. Nous en parlerons plus en détail à l'avenir. Ne vous en souciez pas trop pour l'instant. Donc, après tout ce travail, voici les comportements que nous obtenons lors de la définition de l'instance du foncteur. Si nous regardons comment le foncteur est défini dans la bibliothèque de base, nous verrons qu'une des fonctions dont nous venons de parler fait partie de la classe de type et que les autres n'en font pas partie. Nous ne nous en soucions pas vraiment, elles sont toutes dérivées de fmap. Nous les obtenons donc toutes gratuitement lors de la définition de l'instance. La seule vraie différence dans votre journée d'aujourd'hui est que vous devez importer les données module foncteur pour obtenir celles qui ne font pas partie de l'instance. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je sais que c'est beaucoup à prendre, alors n'hésitez pas à revoir la leçon autant de fois que nécessaire. Surtout, pour vraiment le comprendre, vous devez le coder vous-même. Alors assurez-vous de faire vos devoirs et je vous retrouve pour la prochaine.